J'écris ces lignes dans la cabine de commandement du dévouement. Capitaine n'est plus qu'un mot vide. Le vaisseau ne volera plus jamais. Il repose à moitié enfoui dans la cendre, comme une bête morte que le vent refuse de laisser en paix. Les bandes lumineuses d'urgence diffusent une clarté maladive, juste assez pour que je voie mes mains. Elles sont devenues maigres, étrangères, la peau tendue sur des os trop visibles, comme si la chair avait commencé à se retirer, discrètement, jour après jour. Dehors, le vent respire. Je ne trouve pas d'autres mots. Une longue inspiration râpeuse qui racle la coque éventrée pendant des heures. Puis vient l'expiration, un sifflement grave qui fait vibrer les plaques d'armure et transforme chaque cloison en orgue funèbre. Parfois, cela ressemble à un chœur de cantique très lointain. Parfois, à un rire. Je suis seul ici depuis 390 jours, ou peut-être plus. J'ai perdu le compte pendant l'un des épisodes de fièvre, et le chronomètre du pont a cessé de fonctionner après la 4e tempête de poussière. La prise d'aération principale fut noyée sous tant de cendres que les couplages ont grillé dans une odeur de cheveux brûlés. Je m'appelle intendant-lieutenant Marceau d'Estienne, et j'ai été abandonné sur Caron 8 lorsque la flotte d'évacuation a quitté l'orbite sans moi. Voilà la version simple. La vraie version était plus longue, plus mesquine. Elle implique des formulaires perdus, des tampons mal posés, des codes Vox mal recopiés. Tout ce qu'un serviteur de l'administratum appelle « incident regrettable » et que le reste de l'humanité appelle « condamnation à mort ». Je dis « abandonné », mais le mot suggère une passivité qui n'existe pas. Je n'ai pas manqué un transport. On m'a ordonné de rester. Il fallait dresser l'inventaire final des biens impériaux avant que la planète ne soit déclarée ressources épuisées, population non rentable. Le texte exact du décret, je m'en souviens encore. On m'a donné 6 heures pour tout cataloguer. Munitions restantes, stock alimentaire, reliques mineures de l'ecclésiarchie, jusqu'au boulon de la chaire de prêche dans la chapelle de campagne. 6 heures. La flotte devait attendre. Elle n'a pas attendu. Je me trouvais dans le magasin Oméga 9, en train de compter des caisses de batterie au las qui s'étaient corrodées dans leur propre conteneur. Les seaux avaient craqué sous l'effet de quelque interaction toxique entre l'atmosphère de Caron et les huiles de préservation. Mon cogitar portatif buguait sans cesse. L'écran se couvrait d'ombres de formulaires plus anciens, des demandes que de réquisition d'il y a 30, 40 ans. Parfois, une phrase en haut gothique surgissait, clignotant. Des synchronisations temporelles détectées. Cela ne voulait rien dire. Alors je l'ai ignoré. J'ai continué à compter. 37 caisses, 38, 39. Le sol s'est mis à vibrer quand le premier transport a décollé, puis le second, le troisième. La séquence s'est emballée. Une salve de départ qui remontait la charpente de Rochefer et fendait mes os de ses secousses. Chaque lancement était une phrase mettant fin à une histoire. La mienne, semble-t-il, n'était pas incluse dans le chapitre. Je voyais le ciel à travers les hautes vitres du dépôt. La lumière de Caron 8 avait toujours cette même teinte brûlée, orange sale. Même au midi local, le soleil n'était qu'un disque pâle derrière un voile d'achium omniprésent. On vivait en crépuscule permanent, une éternelle veille funèbre. Quand j'ai scellé l'inventaire dans la mémoire protégée du cogitar, 3 heures s'étaient écoulées. Je suis sorti dans la pénombre orange, certain de trouver le chaos familier des évacuations. Serviteurs mécaniques charriant des caisses, technoprêtres murmurant des bénédictions à des moteurs déjà promis à l'oubli, scribes vérifiant des listes interminables,
officier de la Munitorum criant sur tout ce qui bouge. Je n'ai trouvé que le silence. Les plateformes de débarquement étaient vides. Les rues, abandonnées. Seul le vent respirait, déjà, par longues bouffées irrégulières. Je ne comprenais pas encore ce que j'entendais. Pas encore. Le champ d'atterrissage se trouvait à 3 kilomètres du dépôt. Je les ai parcourus seul, mes bottes écrasant la pellicule de cendres qui recouvrait le roc-crete. Le cogitar pesait lourd dans la poche intérieure de mon manteau, comme un verdict scellé. La cité, on l'appelait ainsi par habitude, n'était qu'un amas de modules préfabriqués, de silos et de hangars. Sans voix, ils ressemblaient à des crânes alignés, des portes béantes comme des bouches, des fenêtres crevées comme des orbites vides. Au milieu d'une avenue, il y avait un jouet, une poupée grossière faite de chiffon, un bras tendu, comme si elle demandait qu'on la prenne. Je ne l'ai pas touchée. On apprend vite que toucher quelque chose sur un monde mort est presque toujours une erreur. Les raisons varient, les conséquences rarement. Le champ d'atterrissage lui-même était immense. Autrefois, il avait vu défiler les cargos qui emportaient la richesse minérale de Caron vers des mondes plus utiles. À présent, ce n'était plus qu'une étendue de dalles noircies par des décennies de brûlures de rétrofusées. Les balises lumineuses étaient mortes dans leur logement. Un cimetière de trajectoires. Au loin, se dressait la tour de contrôle, un bloc de ferro-béton blindé percé de fentes étroites. Je l'avais toujours trouvée rassurante. Ce jour-là, elle ressemblait à un sarcophage debout. Je me suis mis à courir, je ne sais pas pourquoi. Un instinct, peut-être. La sensation soudaine que le temps venait de rétrécir, de se refermer sur moi comme une mâchoire. Le cogitar martelait mes côtes à chaque pas. L'air se refroidissait rapidement. Sur Caron, la température chute dès que le soleil commence sa fausse descente. Un astre qui ne se lève jamais vraiment, qui ne disparaît jamais tout à fait. Un compromis, comme tout dans l'Imperium. La porte de la tour était scellée. Le voyant de l'Auspex brillait rouge. J'ai tenté mon code d'officier. Rouge. J'ai tenté le code de dérogation d'urgence, celui qu'on vous fait apprendre par cœur sous menace de cour martiale. Toujours rouge. Alors j'ai brisé une vitre latérale avec un bloc de roc-crete, dans un bâtiment annexe qui abritait les conduites d'énergie. Le bruit du verre éclaté m'a semblé obscène, presque sacrilège, dans ce monde déjà vidé de tout. À l'intérieur, les feux auxiliaires étaient encore allumés. L'odeur d'huile machine se mêlait à une autre, plus douce, plus écœurante. Quelque chose de vivant qui avait mal tourné. Je connais bien cette odeur maintenant. J'ai remonté les couloirs techniques, grimpé les échelles de maintenance, jusqu'au niveau de commandement. De là, les consoles dominaient le champ d'atterrissage désert. Tout était noir, muet, sauf un voyant sur le panneau Vox principal, une lueur ambre, ni rouge, ni verte. Quelque chose entre les deux, comme un verdict en suspens. J'ai posé le doigt dessus. Le système s'est éveillé dans un souffle de parasite. Puis une voix s'est imposée, plate, administrative. Procédure d'évacuation finale, complétée. Ordre d'abandon planétaire, exécuté, conformément à la directive de Segmentum Sigma Squanzes 3. Tout le personnel impérial, confirmé hors monde. Protocole de sécurité automatisé, activation dans 60 secondes. Que l'empereur nous protège. Le message s'est répété. Encore. Tout le personnel impérial, confirmé hors monde. Mais j'étais là. Je respirais. Je touchais le métal froid du pupitre. J'avais dans la poche un cogitar plein de chiffres que quelqu'un m'avait ordonné de recueillir, et dans 60 secondes, quelque chose allait se refermer sur moi.
J'ai essayé d'émettre un signal. Rien. Balise de détresse, morte. Canaux de commandement, muet. Chaque commande que j'effleurais me renvoyait la même réponse. Procédure verrouillée, accès refusé. À 30 secondes, j'ai cessé d'essayer. Je me suis contenté de regarder, à travers les vitres, les lumières du périmètre s'éteindre une à une. L'obscurité gagnait du terrain comme une marée. Quand le compte à rebours a atteint 0, la tour a expiré. Plus de lumière, plus de ventilation, plus de murmure de générateur, juste mon souffle, trop rapide. Élasté derrière la paroi, le vent qui inspirait, inspirait, inspirait. Comme si la planète elle-même se préparait à parler. Je suis descendu à tâtons, les jambes lourdes, les mains écorchées. Quand j'ai poussé la trappe de service pour revenir dehors, le froid m'a frappé au visage comme un gant de fer. Je savais ce que cela signifiait. Tous ceux qui servent sur un monde marginal le savent. Ici, la nuit tue. Pas par manque de lumière, par manque de chaleur. Je me suis mis à réfléchir comme on fait dans la logistique. Ressources, délais, marge d'erreur. Et j'ai compris que je n'étais plus un officier impérial en service sur Charon 8. J'étais un stock isolé, un colis oublié sur une étagère d'entrepôt. Je n'ai pas couru. Courir, c'est pour ceux qui croient encore pouvoir rattraper quelque chose. J'ai quitté la tour de contrôle, en marchant. Le cogitar serré contre moi comme une relique. Le vent s'était levé. Il raclait le champ d'atterrissage, soulevant des voiles de cendres qui venaient heurter mes bottes en petites vagues sèches. La température chutait déjà. Je connaissais les chiffres. Sur Charon 8, la nuit peut voler 40 degrés en moins d'1 heure. C'est écrit dans tous les manuels d'implantation. On vous le répète durant les briefings, avec des holodiagrammes et des graphiques. Mais une courbe sur un écran n'a rien à voir avec le moment où vos doigts cessent d'obéir. Je devais trouver un abri, pas la tour. Elle était morte, pas la cité, trop loin, trop exposée. Il restait le bastion logistique Beta 3, un bloc compact à mi-chemin entre le champ et le dépôt. Un entrepôt autonome, avec son propre générateur. Je me suis tourné vers lui comme un naufragé vers un rocher. Chaque inspire était une brûlure. L'air était si sec qu'il me donnait l'impression de respirer de la poussière de verre. Le ciel, lui, restait le même. Orange, ni jour, ni nuit. Comme si le soleil hésitait à prendre parti. Mes pensées se réduisaient à une liste simple. Atteindre Beta 3, trouver de la chaleur, fermer une porte, vivre encore un peu. La plaque blindée du bastion était entr'ouverte. On ne l'avait pas verrouillée. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai forcé la poignée jusqu'au déclic du verrouillage manuel. Le bruit du vent a été coupé net, remplacé par un silence épais, presque liquide. Il faisait froid, mais moins. Je sentais encore mes mains. C'était déjà une victoire. J'ai cherché l'armoire d'urgence. Chaque dépôt en possède une, par décret. C'est écrit dans les règlements. Nourriture, eau, couverture thermique, trousse médicale, parfois un vox à courte portée, et parfois autre chose. Je l'ai trouvé derrière un rideau de bâche. L'insigne de l'Aquila était peinte à la hâte sur la porte, comme pour rappeler que même la survie doit passer par l'autorité. À l'intérieur, il y avait exactement ce à quoi je m'attendais. Des barres nutritives, sous emballage, sous vide, soigneusement codées. Des pastilles de purification, une couverture argentée pliée en carré parfait, et un pistolet laser, standard de l'infanterie impériale. 2 packs de charge, pleine capacité. Je suis resté longtemps à le regarder. On ne met pas une arme dans un kit de survie par hasard. Tout le monde le sait, personne ne le dit. Une arme est une statistique corrigée à l'avance, un moyen propre d'éviter certaines formes de gaspillage.
Oxygène, médicaments, temps. Je n'ai pas touché le pistolet, pas ce jour-là. J'ai allumé les lumières d'appoint du bastion. Le générateur auxiliaire a toussé, puis s'est stabilisé dans un ronronnement sourd. Les diodes d'état se sont allumées une à une comme des yeux. La salle principale était remplie de palettes scellées. Rations, pièces détachées, équipements de chantier, tout ce qui sert à maintenir l'illusion d'une présence impériale durable. Tout ce qui n'avait plus d'utilité pour personne, sauf pour moi. Je me suis installé dans un bureau à l'arrière, une pièce étroite avec un vieux pupitre, une chaise fixée au sol et une icône de l'empereur vissée de travers au mur. Sous l'icône, quelqu'un avait gravé au couteau « Vois-nous ». Je me suis demandé s'il l'avait fait. J'ai mangé ma première ration d'oublier là, dans cette pièce, une barre pressée au goût de graisse synthétique et de fer. Je l'ai mâchée lentement, en faisant semblant de savourer chaque fibre, comme si le fait de prolonger le geste allait rallonger ma vie. Ensuite, j'ai déroulé la couverture thermique. Je me suis enroulé dedans et j'ai attendu que mes doigts arrêtent de trembler. Je n'ai presque pas dormi. Chaque craquement de métal me ramenait au bord de la panique. Le souffle du vent, étouffé par les parois, se transformait en bruissement de pas. De temps en temps, une pièce se dilatait ou se contractait, émettant un claquement sec. Mon cœur accélérait à chaque son, puis s'écrasait à nouveau contre la même évidence. Il n'y avait personne. Le matin est arrivé sans vraiment arriver. La clarté orange a simplement gagné un peu d'intensité en filtrant par les meurtrières. Caronne ne connaît ni aurore ni crépuscule. Juste un seul soupir interminable. J'ai dressé l'inventaire. C'est ce que je sais faire, ce que j'ai toujours su faire. Ration, suffisamment pour des dizaines de personnes pendant des semaines. Pour un seul homme, cela équivalait à... Je n'ai pas fini le calcul. Ça sonnait trop bien. Et les nombres, dans l'impérium, mentent toujours un peu. Eau, abondante. Pastilles, en nombre. Combinaison de travail, câbles, outils, lampes, tout ce qui sert à faire semblant que l'on maîtrise un environnement hostile. J'ai tout consigné dans un nouveau registre sur le Cogitar. Avec soin, avec rigueur. Personne ne lirait jamais ce rapport. Mais l'acte de l'écrire manquerait encore dans quelque chose que je reconnaissais. La chaîne de commandement, les procédures, la fiction d'un ordre plus grand que moi. Ensuite, j'ai établi un programme. Réveil à la première lumière, contrôle du générateur, inspection des stocks, exercice physique, prière, peut-être, repas, silence, sommeil, recommencer. On nous l'enseigne à l'académie. Un soldat peut endurer presque n'importe quoi, tant que sa journée a une structure. Je n'étais plus vraiment un soldat, mais je pouvais au moins être un horaire rempli. Les premiers jours, la routine a tenu. Elle a glissé sur moi, comme une armure. Je marchais dans le bastion en parlant à haute voix. Des phrases de la brève, techniques. Niveau de carburant, acceptable. Température interne, supportable. Stocks alimentaires, stables. La résonance de ma propre voix me rassurait. Elle prouvait que j'existais encore, que j'étais autre chose qu'un chiffre oublié sur un écran de l'administratum. Au 3e jour, j'ai pris une décision. Rester enfermé dans Bêta 3, c'était survivre. Mais survivre ne suffisait pas. Il me fallait une histoire à raconter, si un jour quelqu'un ouvrait ses portes. Il me fallait savoir à quel point Caronne était réellement mort. Alors j'ai laissé le bastion derrière moi. J'ai verrouillé la porte. J'ai mémorisé le code. Et je suis parti vers la cité. Les modules préfabriqués m'attendaient, bouche ouverte.
Les drapeaux impériaux pendaient, raides et lourds de poussière. Les enseignes des commerces autorisés par le Munitorum grésillaient encore pour certaines, alimentées par des batteries mourantes. J'ai découvert ma première morte dans une unité d'habitation de rang Delta. Une femme, en robe d'administratum, recroquevillée au pied d'un lit métallique. Les tissus s'étaient rigidifiés, le visage tiré vers le plafond comme pour y lire une réponse. Elle tenait encore un chapelet dans une main, un cogitar inerte dans l'autre. J'ai attendu la nausée. Elle n'est pas venue. À la place, j'ai ressenti quelque chose de proche de la reconnaissance. Elle aussi avait été un dossier, une entrée dans une base de données. Quelqu'un, quelque part, avait coché la case « Évacuée » et elle était morte ici. Je n'ai pas fouillé ses effets. Je lui ai simplement pris le chapelet et je l'ai accroché à ma ceinture. Puis j'ai refermé la porte doucement, comme on referme un registre. Sur le mur du couloir, quelqu'un avait écrit avec un marqueur rouge « Il n'y a personne en haut ». Je me suis demandé s'il parlait de la tour de contrôle ou du palais de Terra. En rentrant au bastion, le vent a recommencé à respirer autour de moi. Longue inspiration, longue expiration. Je n'arrivais plus à faire taire l'idée que peut-être ce n'était pas seulement le vent. Le souffle du vent m'a accompagné jusqu'au bastion Beta 3. Quand j'ai refermé la lourde porte blindée derrière moi, le silence m'a presque fait chuter. Pas un vrai silence, jamais un vrai, mais un vide sonore, une absence d'intention. À l'extérieur, quelque chose respirait. À l'intérieur, j'étais seul avec ce que je ramenais dans ma tête. Je me suis laissé glisser contre la cloison. Le chapelet récupéré sur la morte d'hier me heurtait la hanche à chaque respiration, comme un rappel ou comme un poids supplémentaire. J'ai dormi un peu, 1 heure peut-être, une éternité peut-être. Sur Charon, le temps n'est qu'un concept approximatif, un outil qui ne fonctionne plus. Quand je me suis réveillé, le vent s'était calmé. L'air du bastion était tiède, presque accueillant. Le générateur ronronnait à bas régime comme une bête docile et fidèle. J'ai repris ma routine. Contrôle du générateur, inspection des stocks, vérification de la pression interne, exercice, rapide, maladroit, ration, silence. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas le bastion, c'était moi. La découverte de la morte avait laissé une trace, pas une peur. Non, une forme étrange de lucidité. Je n'étais pas seul par hasard. Je n'étais pas le premier. Je n'étais peut-être même pas le dernier. Et surtout, 48 n'était pas seulement vide. Il était rempli d'absences, des silhouettes manquantes, des présences qui avaient cessé d'être, des choses qui auraient dû être là, mais ne l'étaient plus, et d'autres qui étaient là, mais n'auraient pas dû. J'ai décidé de retourner dans la cité, pas par curiosité, pas par courage, par nécessité. Si je voulais vivre plus longtemps que la morte à la robe grise, je devais comprendre ce qui se passait ici, ou ce qui s'était passé. Je suis parti au lever de l'orange permanent. Mes bottes écrasaient la poussière en produisant un son étouffé, presque absorbé, comme si la planète voulait avaler mes traces aussitôt qu'elles se formaient. Je suis retourné vers les modules d'habitation. Mais cette fois, je n'ai pas ouvert les portes au hasard. J'ai suivi les signes. Graffiti, inscriptions, symboles. Il y en avait plus que je ne me souvenais, ou peut-être les avais-je ignorés auparavant. Sur une paroi métallique, une autre phrase apparaissait, gravée profondément. « Il veille sous la cendre ». Le verbe n'était pas effacé du tout. Il semblait même récent, brillant, comme s'il avait été gravé pendant mon sommeil. Je me suis arrêté, longtemps, trop longtemps.
Le vent soufflait en longues inspirations derrière moi. Mais il n'y avait pas de vent ici, pas dans l'allée étroite entre deux modules. Alors qu'est-ce qui inspirait? J'ai forcé la porte d'un autre habitat. Celui-ci était plus grand, 2 pièces au lieu d'une seule. Il avait été mis à sac ou abandonné si vite que tout y semblait en suspens. Sur une table renversée, un Vox bracelet clignotait encore. Il n'émettait rien, juste un bip irrégulier comme un cœur hésitant. Je l'ai pris. Il ne captait aucune fréquence impériale, mais en le secouant légèrement, j'ai entendu 2 choses. Le cliquetis d'une batterie à moitié détachée. Un mot, un seul. Un murmure étouffé dans le statique. Reste. Je me suis figé. Le Vox a continué d'émettre une série de parasites. J'ai attendu un autre mot. Rien. Mais j'avais entendu quelque chose. J'en étais certain. Je suis sorti de l'habitat avec le bracelet au poignet. Et c'est là, en traversant une rue déserte, que je l'ai vu. Une silhouette, pas un cadavre figé, pas une ombre vague dans ma vision périphérique. Non, une femme. Debout, robe longue, austère, le tissu agité par une brise qui ne soufflait pas. Sa tête était penchée, ses cheveux retombaient comme un voile. Et ses mains, elle tâtonnait un aquila en bronze, exactement comme celui de la morte que j'avais trouvé la veille. Je me suis immobilisé. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Elle ne bougeait pas, elle ne respirait pas, elle était juste là. Je me suis approché. 3 pas, 4, à 5 pas, elle a disparu, pas évaporée, pas dissoute, disparue comme si elle n'avait jamais été là. J'ai fermé les yeux, je les ai rouverts. Rien, juste la route déserte, la poussière, le silence. Ai-je halluciné? Peut-être, probablement. Mais je n'ai pas rêvé ceci. Sur le sol, exactement là où elle se tenait, un petit pendentif gisait, un aquila brisé. Je l'ai ramassé. Il n'était pas froid, il était tiède, comme si quelqu'un venait de le tenir dans sa main. Je suis rentré à Bêta 3 en accélérant le pas. J'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai rangé l'aquila brisé à côté du chapelet. Puis j'ai écrit tout cela dans mon registre, avec une précision maniaque, parce que je devais me souvenir, parce qu'un jour, quelqu'un lirait peut-être ces lignes, et surtout pour cette raison, si je perds la mémoire, je dois au moins pouvoir prouver à moi-même que tout a vraiment eu lieu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le vent criait, il inspirait, il murmurait des mots que je ne voulais pas entendre, et dans un coin du bastion, juste à la limite de la lumière des veilleuses, j'étais presque certain de voir la femme debout, les mains jointes, sa silhouette à moitié dévorée par l'ombre. Elle ne s'est pas approchée, elle se contentait de veiller, comme les mots gravés sur le mur. Ils veillent. Je n'ai pas quitté le bastion au matin, pas tout de suite. J'ai attendu que la lumière orange filtre à travers les meurtrières, que le générateur cesse ses sursauts nocturnes, que mes mains cessent de trembler chaque fois que je regardais le coin où la silhouette était apparue. Elle n'était plus là, mais l'impression restait, une présence dissoute comme un parfum qui persiste dans une pièce vide. J'ai passé plusieurs heures à vérifier mes inventaires. Non, pas à les vérifier, à les réécrire, encore et encore, comme si le fait d'ordonner des chiffres me permettait d'ordonner ce que je sentais au fond de moi, que je glissais dans un espace où les règles ne fonctionnaient plus. Chaque fois que j'essayais de me convaincre que j'avais halluciné la femme, l'aquila brisé posé sur mon bureau me contredisait. À un moment, la simple vue de l'objet m'a donné la nausée. J'ai voulu le jeter à l'autre bout du bastion. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai rangé dans la poche intérieure de mon manteau, comme une preuve, comme un aveu. À midi,
si on peut parler de midi dans ce crépuscule éternel. Je suis sorti. Le vent s'était calmé. L'air ne respirait pas. Il observait. La cité m'attendait. Je le sentais dans chacun de mes pas, comme si elle avait mémorisé ma trajectoire de la veille et ajustait son silence en conséquence. Je n'ai pas pris la même route. Je voulais éviter l'endroit où la femme était apparue. Mais les modules d'habitation, dans leur uniformité répétitive, craignent des illusions d'options. Les rues se ressemblent toutes. Les angles aussi. On ne choisit pas un chemin. On est guidé vers lui. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant l'ancien bâtiment de l'ecclésiarchie. Un cube de ferro-béton, percé de vitraux simples, représentant l'Aquila bicéphale. Une chapelle de garnison, bâtie pour le minimum syndical liturgique. Assez pour que l'empereur ne se sente pas outragé par notre présence. Pas assez pour qu'on se sente réellement réconforté par la sienne. La porte était entr'ouverte. Pas assez pour m'inviter. Juste assez pour me laisser croire que quelqu'un l'avait ouverte récemment. Je suis entré. L'air était plus froid qu'à l'extérieur. Et il y avait une odeur. Pas de mort, pas de pourriture. Une odeur de cire brûlée et d'encens sec, comme si quelqu'un avait allumé des cierges, puis les avait soufflés à mon approche. La salle principale était vide, les bancs alignés, l'autel immobile, couvert d'un drap gris. Les vitraux renvoyaient à l'orange du ciel dans des teintes qui donnaient l'impression que tout baignait dans du sang dilué. J'avais la gorge sèche. J'ai fait 3 pas, puis je les ai vus, assis sur les bancs, immobiles, silhouette penchée, robe blanche. 8 d'entre eux. Je n'ai pas respiré. J'ai senti le sol fuir sous mes pieds. Je me suis approché d'un pas lent, mécanique, comme un homme qui marche vers son propre reflet. Ce n'étaient pas des vivants, mais ce n'étaient pas des cadavres non plus. Leur corps n'avait pas pourri. Ils s'étaient desséchés, comme momifiés par le climat sec de Charonne. Chacun tenait un livre de prière ouvert sur ses genoux. 8, pas 7, comme la femme, comme si elle avait retrouvé sa place pendant la nuit. J'ai avancé vers l'autel. Sur le drap, un vox portatif était posé. Il émettait un message en boucle, presque inaudible. « Restez avec nous, restez ». J'ai reculé si vite que je suis tombé sur un banc. Le bruit a fait vibrer la salle entière. Les 8 silhouettes n'ont pas bougé. Mais un de leurs livres, celui du bout de la rangée, s'est fermé seul, doucement, comme poussé par une brise inexistante. Je me suis remis debout sans sentir mes jambes. Je suis sorti, ne regardant pas derrière moi. Pas une seule fois. Le vent avait recommencé à respirer quand je suis revenu à l'air libre. Une longue inspiration, une longue expiration. Mais cette fois, j'ai entendu les mots. Pas des mots humains, pas des mots articulés, des syllabes, des sons qui ressemblaient à des prières noyées, comme si la planète elle-même murmurait des litanies à travers les conduits d'air, les fissures dans les murs, les interstices des pavés. J'ai quitté la chapelle en titubant, et c'est alors que j'ai compris. Je n'étais plus observé, je n'étais plus suivi, j'étais attendu. Le retour au bastion s'est déroulé dans un flou de panique calme, mes sens surchargés, mes pensées désarticulées. Quand j'ai refermé la porte, j'ai vomi. Je me suis effondré contre la cloison. J'ai respiré trop vite, trop fort. Au bout d'un long moment, je me suis remis debout. La lampe du bureau tremblait légèrement à cause de mes mains. J'ai posé le vox trouvé dans l'habitat au centre de la table. Je l'ai réactivé. Le bruit blanc a envahi la pièce. Puis le même mot, exactement le même que dans la chapelle, a émergé. Reste. J'ai coupé le vox.
par réflexe, par terreur. Puis d'un geste incontrôlé, j'ai jeté l'appareil contre le mur. Il s'est brisé en morceaux. Le silence a repris sa place. Un silence lourd, un silence qui ressemblait à une attente. Dans le reflet de la vitre du bureau, j'ai cru voir une silhouette derrière moi, une robe, un aquila, des cheveux retombant comme un linceul. Je me suis retourné d'un bond. Rien, mais l'aquila brisé dans ma poche était chaud, très chaud, comme si quelqu'un venait de le serrer très fort. Je ne fais plus de routine ce soir, je n'en ai plus la force. Le bastion semble plus petit, les couloirs plus étroits, les ombres plus épaisses. Je sens que quelque chose approche, ou peut-être que quelque chose se réveille, dans les modules, sous la cendre, dans la chapelle, dans les murs, dans ma tête. La seule chose qui me rassure encore un peu, c'est la pensée suivante. Si je vois ces choses, c'est que je suis encore vivant. Les morts, eux, n'ont plus d'hallucinations. Enfin, je crois, je n'ai pas dormi, pas une seconde. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les voix de la chapelle, où les silhouettes des 8 priants me revenaient en mémoire, mais changées, modifiées. Parfois, je les imaginais tourner la tête vers moi, à l'unisson. Parfois, je les voyais se lever lentement de leur banc, toujours sans bruit, toujours sans souffle. Des statues qui n'avaient pas oublié qu'elles avaient été vivantes. Quand la lumière orange de Charon a filtré à travers les meurtrières, j'étais déjà debout. J'avais froid, j'avais faim, mais la peur avait effacé toute sensation normale. Il ne restait que l'instinct, sec, tranchant, qui me disait « Tu n'es pas en sécurité dans ce bastion, tu n'es en sécurité nulle part. » Je voulais partir, quitter la cité, fuir vers le dépôt initial ou même vers le champ d'atterrissage. Mais chaque direction me semblait surveillée, pas par des gens, pas par des bêtes, par la mémoire de Charon elle-même, comme si ce monde était conscient, ou comme s'il essayait de le devenir. Pour faire taire mes pensées, j'ai repris un vieux réflexe, organiser quelque chose, classer, trier, donner une forme tangible à ce qui échappait à mon esprit. Alors j'ai inventorié mes rations. Il m'en restait suffisamment pour plusieurs semaines, si je rationnais strictement. Mais chaque barre me semblait plus sèche que la précédente, plus fade, comme si le goût même se retirait de mon existence. J'ai ouvert 2 caisses de matériel et j'en ai sorti ce qui semblait utile. Lampe, câble, un scanner thermique portatif, objet disciplinaire, objet qui prétendait encore que la réalité avait un sens. Puis j'ai ressenti une vibration, faible, à peine perceptible, mais distincte. Elle venait du sol. Je me suis figé, attendant qu'elle cesse. Elle n'a pas cessé. Une pulsation, lente, régulière, comme un battement de cœur enfoui sous des mètres de rochefer. J'ai posé ma paume contre le sol métallique du bastion. La vibration est montée dans mes doigts, puis dans mon bras. Et soudain, j'ai entendu un son que je n'aurais jamais dû entendre. Un son que j'espérais ne plus jamais entendre, même dans mes cauchemars. Une syllabe, une seule, venue d'en dessous, comme un murmure étouffé dans un linceul de terre. Reste, le même mot que dans le vox, le même que dans la chapelle, le même que dans mes oreilles, quand je m'endors trop vite et me réveille en suffoquant. J'ai bondi en arrière. Mon souffle s'est bloqué. Le bastion, pourtant solide, semblait soudain devenir poreux, comme si quelque chose frappait contre ses fondations depuis les profondeurs. Je devais partir. Pas demain, pas dans 1 heure. Maintenant, j'ai attrapé mon manteau, le scanner thermique, la lampe, et bien sûr, l'aquila brisé. Je me suis dirigé vers la porte blindée.
J'ai entré le code. J'ai saisi la poignée. Je l'ai abaissée. Elle n'a pas bougé. Elle était chaude, comme si quelqu'un se tenait juste de l'autre côté. J'ai reculé. Un souffle glacé a parcouru ma nuque. Et, derrière moi, dans le couloir du bastion, quelque chose a fait teinter un objet métallique. Je me suis retourné lentement. Le chapelet de la morte, celui que j'avais accroché à ma ceinture, était maintenant par terre, déployé comme une offrande, posé exactement au centre du couloir. Je ne l'avais pas laissé tomber. Je le savais. Je le sentais. Il avait été déposé. Par qui? Par quoi? Le bastion était scellé. Mais je n'étais plus certain que les portes, les murs et les règles de l'architecture impériale signifiaient encore quelque chose. Ici, j'ai pris le chapelet avec des doigts tremblants. Et c'est alors que j'ai remarqué l'écriture. Le cruciforme avait été griffé, modifié. Pas beaucoup, juste un mot, gravé à la pointe d'un outil tranchant. Viens. Une vertigineuse panique m'a saisi. Je me suis jeté contre la porte blindée, la frappant, tournant la poignée, forçant le mécanisme. La porte s'est ouverte brusquement, sans résistance. L'air extérieur s'est engouffré, chargé de poussière et d'une odeur étrange, une odeur familière. L'odeur d'une salle où l'on vient de souffler des cierges. Je me suis élancé dans la cité, pas vers la chapelle, pas vers les modules d'habitation. Je suis allé vers ce qui me semblait le moins dangereux, le champ d'atterrissage, large, vide, ouvert, dénué de murs derrière lesquels des silhouettes pouvaient se cacher. Chaque pas soulevait la cendre orange autour de moi. La couche était plus épaisse que la veille, plus lourde, comme si la planète elle-même se couvrait d'un manteau. Quand j'ai atteint le milieu du champ, j'ai senti que le vent retenait son souffle. Un silence total, comme avant une sentence. Puis j'ai entendu un autre bruit, un rythme métallique, irrégulier, comme si quelque chose enclenchait lentement un mécanisme ancien. Je me suis tourné vers la structure la plus proche. Un cargo massif, renversé sur le flanc, sa coque percée de trous, vestige d'une évacuation ratée. Un vaisseau, comme un abri potentiel, ou comme une gueule béante. Je n'avais pas le choix. Charon me fermait toutes les autres routes. Je me suis dirigé vers l'épave, et en m'approchant, j'ai observé quelque chose d'impossible. Les rampes d'accès étaient ouvertes, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait mon entrée. La cendrène autour de la rampe formait un cercle presque parfait, un cercle d'accueil ou un piège. J'ai allumé ma lampe. Une lumière pâle s'est étalée sur les parois internes. De la rouille, des câbles arrachés. Et pourtant, une ligne de pas était visible sur le sol métallique. Des pas humains, récents, humides encore, comme si une personne venait juste de traverser ce tunnel obscur vers la salle principale du cargo, vers les ombres. J'ai respiré profondément, puis je les ai suivis, parce que rien n'était plus dangereux sur Charon que de ne pas savoir ce qui m'appelait, parce que la cité me chassait, parce que le bastion me refusait, parce que j'avais compris une chose essentielle. Ce monde ne voulait pas que je reste en surface. Il voulait que je descende. L'intérieur du cargo était plus sombre que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent sur Charon. Pas une obscurité naturelle, pas l'absence de lumière. Une obscurité pleine, comme si elle était faite d'une matière épaisse qui avalait la clarté de ma lampe. Les pas au sol étaient nets, tracés dans la poussière métallique. Ils avançaient en ligne droite vers la salle de commandement. Ils n'étaient pas anciens, pas secs, pas effacés. Ils étaient humides, comme si la personne qui les avait laissés avait marché dans une flaque ou... Non, je n'ai pas voulu finir cette pensée.
J'ai continué d'avancer. Chaque pas que je faisais résonnait dans les cloisons du cargo, produisant un écho trop long, trop profond, comme si les couloirs s'étiraient derrière moi. Les plafonds vibraient parfois, de minuscules tremblements venant du dessous ou du dessus, ou entre les murs. Je ne cherchais plus à comprendre. Je suivais les pas, parce qu'ils étaient la seule trace cohérente dans un monde où la logique se dissolvait chaque jour un peu plus. Le couloir déboucha sur une vaste soute, des conteneurs éventrés, des harnais pendants, des câbles dispersés, des restes d'un chargement abandonné dans la panique. Au centre de la pièce, une lueur bleutée pulsait lentement, faible, régulière, comme un cœur artificiel. Le générateur interne du cargo, encore actif, encore vivant. Je m'en suis approché. La lumière éclairait une inscription gravée en lettres maladroites sur un panneau voisin. « Nous sommes toujours ici ». J'ai senti ma gorge se nouer. Nous, pas je, nous. Je me suis retourné brusquement. La soute paraissait plus grande qu'à mon entrée, comme si les murs s'étaient reculés. Mes yeux sautaient d'une ombre à l'autre, cherchant un mouvement, une silhouette, un souffle. Rien, rien, sauf un bruit. Un cliquetis répétitif venant de l'étage supérieur du cargo. Un bruit de pas, des pas lents, pesants, qui montaient ou descendaient. Je n'ai pas attendu qu'ils arrivent. J'ai emprunté l'échelle menant au pont supérieur. La passerelle du vaisseau était à l'image de Charon 8, abîmée, gelée, couverte d'une fine poussière orange qui semblait vibrer toute seule. Les fenêtres brisées laissaient entrer le vent qui respirait encore, comme une bête massive enroulée autour de la coque. Les pas que j'avais suivis s'arrêtaient ici, au centre de la pièce, juste devant le siège de commandement, et sur le siège, quelqu'un était assis, ou du moins, quelque chose. Un uniforme d'officier mangé par le temps, une silhouette affaissée, desséchée, un corps momifié par les années, un visage figé dans une expression que je ne pouvais pas lire. Un capitaine impérial, mort depuis longtemps, mais sa main était posée sur le panneau de commande, comme si elle avait été retenue là, volontairement, comme si quelqu'un ou quelque chose lui avait dit de ne pas la retirer. Je me suis approché, lentement, très lentement, et j'ai vu l'impossible. Les doigts du capitaine tremblaient, à peine, comme la vibration d'un fil sous tension. Mais il tremblait. J'ai reculé instinctivement, heurtant une cloison. Le corps n'a pas bougé, mais j'ai entendu un son, provenant du cogitar mort du capitaine. Un micro-impulsion vox, brève, étouffée. Une voix ancienne, distordue par les siècles. Une voix qui n'était plus humaine. Reste avec nous. Le même mot, toujours le même. J'ai voulu fuir immédiatement, descendre l'échelle, quitter ce vaisseau, courir jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Mais quelque chose parlait encore. Pas depuis le corps, pas depuis le cogitar, depuis les murs, depuis la coque, depuis sous mes pieds. Tu ne peux pas partir. J'ai porté la lampe vers le sol, et c'est là que je les ai vus. Des traces, pas de pas, pas de chaussures, des empreintes de mains, imprimées dans la poussière du pont, comme si des dizaines de personnes s'étaient traînées ici, à 2 doigts, à 4 doigts, à toute vitesse, et avaient disparu sous les consoles, sous les plaques, sous les sols. Je ne respirais plus. La lampe tremblait, et sous le siège du capitaine, entre 2 plaques métalliques légèrement soulevées, j'ai vu un œil humain, ou ce qui en restait, un œil qui me regardait, un œil qui n'était pas mort. Je n'ai pas crié. Le son est resté coincé dans ma gorge, et l'œil a cligné. Puis une voix s'est élevée dans toute la passerelle.
Une voix faite de centaines de chuchotements superposés. Une voix qui venait de partout à la fois. Tu nous as rejoints. Tu es des nôtres. La lumière de ma lampe a vacillé. Puis elle s'est éteinte. Dans le noir, j'ai senti les parois du cargo bouger, respirer, se contracter. Et sous mes pieds, quelque chose rampait vers moi. Lorsque la lampe s'est éteinte, j'ai cru devenir fou. Pas une folie lente, progressive. Non, une folie immédiate, absolue. Comme un gouffre qui s'ouvre sous vos pieds et vous avale en un seul geste. Car dans l'obscurité totale du cargo, il n'y avait plus de distance, plus de repères, plus de haut ni de bas. Seulement le souffle des parois, le grincement humide du métal et les choses sous mes pieds qui rampaient vers moi. Je me suis jeté en arrière, à tâtons, mes doigts cherchant un mur, une console, n'importe quoi. J'ai glissé sur la poussière et heurté une rambarde. Le choc m'a ramené à moi. Dans un réflexe nourri de pure panique, j'ai appuyé sur toutes les commandes que je pouvais atteindre. La plupart étaient mortes, mais l'une d'elles a vibré sous ma paume. Un panneau latéral s'est illuminé, faiblement, assez pour me montrer ce que je ne voulais pas voir. Les empreintes, pas seulement sur le sol, partout, sur les murs, sur les consoles, sur le plafond, des mains, de petites mains, larges mains, doigts manquants, doigts trop longs, doigts humains, et d'autres qui n'auraient jamais dû appartenir à un homme. Elles formaient des traînées, comme si des dizaines de personnes avaient tenté d'escalader les parois, ou de s'en extraire. Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. Je me suis précipité vers l'échelle intérieure, glissant, manquant de tomber. Ma lampe morte toujours agrippée dans ma main, comme un talisman inutile. En bas, la rumeur des murs changeait, un rythme nouveau, des chuchotements qui s'entremêlaient, un bourdonnement presque doux, pas des voix distinctes, pas encore, juste une multitude de soupirs. Viens, viens, reste avec nous. Chaque marche de l'échelle vibrait sous mes pieds, comme si quelque chose escaladait de l'autre côté. Quand je suis arrivé dans la soute, elle n'était plus vide. Les conteneurs avaient changé de position, pas déplacés par un séisme ou une vibration. Non, ils formaient un cercle parfait. Les parois du cargo, elles aussi, semblaient s'être incurvées légèrement, comme si le métal se souvenait d'une forme différente. Au centre, la pulsation bleutée était devenue plus forte, plus rapide. Un cœur. Un cœur pourquoi? Ou pour qui? Je me suis avancé malgré moi, attiré par une force que je ne comprenais pas. Lorsque j'ai franchi le cercle, la lumière bleutée s'est momentanément éteinte. L'obscurité totale. Et dedans, 3 secondes, ou 3 heures, je ne sais plus. Puis quelque chose s'est allumé derrière moi. Une lampe, pas la mienne. Une lampe posée au sol. Et cette lampe, cette lumière pâle, éclairait une silhouette, la femme, la même que dans la cité. Robe simple, main jointe, aquila brisé pendu à son poignet. Sa tête était inclinée, ses yeux, inexistants, semblaient fixés sur moi. Cette fois, je n'ai pas reculé. J'étais au-delà de la peur ordinaire. Je lui ai parlé. Ma voix n'était plus vraiment la mienne. « Qui es-tu » Elle n'a pas répondu. Mais sa main s'est levée légèrement et a désigné le sol. J'ai baissé les yeux. Là, à mes pieds, les pas que j'avais suivis jusque dans le cargo. Ils continuaient, ils descendaient, comme si une trappe invisible s'ouvrait sous la couche de poussière. Une fissure, fine, impalpable. Je me suis agenouillé, j'ai passé ma main dessus. La fissure s'est élargie, une bouffée d'air froid est montée du dessous. Et dans ce souffle, une phrase parfaitement audible, prononcée par une voix humaine.
Nous ne voulions pas être seuls. J'ai reculé violemment. La femme avait disparu. À sa place, la fissure s'est ouverte complètement, m'avalant dans un craquement de métal, un hurlement de vent et une obscurité plus profonde encore. Je suis tombé, longtemps. Le cargo s'est refermé au-dessus de moi comme la mâchoire d'une bête. Je me suis réveillé dans le noir, allongé sur une surface rugueuse. L'air glacé m'entourait. La cendre me collait au visage. J'ai tâtonné autour de moi. J'étais dans un couloir, pas celui du cargo. Un couloir naturel, taillé dans la roche, des murs irréguliers, de la poussière épaisse, et sur les parois, des silhouettes dessinées avec des doigts, des silhouettes humaines, des silhouettes tordues, des silhouettes agenouillées, toutes tracées en cendres, toutes tournées vers un tunnel plongeant plus bas. J'ai allumé ma lampe d'appoint, celle intégrée à mon scanner thermique, une lumière faible mais suffisante. Les silhouettes vibraient légèrement, pas par effet de la lumière, elles vibraient toutes seules. J'ai reculé instinctivement. Une seule phrase a résonné, comme si elle était gravée dans les murs eux-mêmes. Le monde est plein de ceux que l'Imperium a oubliés. Puis une autre, chuchotée par plusieurs voix. Tu es des nôtres maintenant. J'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Et très loin, dans le fond du tunnel, un battement régulier s'est fait entendre. Lent, lourd, comme un tambour, comme un cœur, comme quelque chose qui se réveille. Je devais comprendre ce qui m'appelait, ou le tuer, ou m'enfuir. Je ne savais pas. Mais une seule chose était certaine. Ce qui vivait sous Caron 8 était encore vivant. Et j'étais descendu dans son domaine. Je n'ai pas marché, je n'ai pas rampé. Je me suis laissé glisser le long du tunnel, comme si mes propres muscles n'obéissaient plus qu'à un ordre unique, aller plus bas. La roche vibrait sous mes mains, une pulsation sourde, un rythme presque humain. Plus j'avançais, plus l'air devenait froid. Pas un froid climatique, non. Un froid qui vivait, un froid qui observait, un froid qui me scrutait comme un être vivant jauge la proie avant de la dévorer. Le couloir se resserrait, s'assombrissait, et sur les murs, les silhouettes dessinées en cendres prenaient des formes de plus en plus nettes, des silhouettes agenouillées, priantes, toutes tournées vers la même direction, le fond du gouffre. Un murmure s'élevait du tunnel devant moi, d'abord faible, comme un souffle, puis plus distinct, une litanie interminable. Reste, reste, reste. C'était une supplique ou un ordre. Je me suis arrêté. Ma respiration formait un nuage blanc devant moi. J'ai compris que je tremblais. Pas de froid, de certitude. Je n'étais plus seul, dans ces profondeurs. Jamais, je n'avais été seul. Un dernier virage, et la cavité principale s'est ouverte devant moi. Un espace tellement grand que ma lampe n'en atteignait même pas les parois opposées. Le sol était couvert d'une poussière si fine qu'elle formait comme un brouillard. Au centre, une forme, une structure, ou un amas d'êtres. Je ne comprenais pas. J'ai avancé de quelques pas, puis je me suis figé. Il ne s'agissait pas d'une formation rocheuse, c'était une masse compacte de corps, des centaines, des milliers peut-être, des silhouettes fuselées, desséchées, recroquevillées les unes contre les autres. Certaines encore, habillées de lambeaux d'uniforme, d'autres nues, fusionnées à la roche, toutes orientées vers une cavité plus profonde, au centre de la fosse, les morts de Caron 8, tous ceux que l'Imperium avait oubliés, tous ceux qui l'avaient abandonné, amassés ensemble comme un seul organisme fossile. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que certains respiraient encore. Je les voyais,
Leurs torses immobiles se soulevaient d'1 millimètre. Leurs doigts bougeaient à peine, comme des insectes à l'agonie. Un murmure montait de la masse, un chant sans mélodie, une prière déformée. « Reste, reste, reste !» J'ai voulu reculer. Mes jambes n'obéissaient plus. Mon cœur battait dans mes tempes. Et puis, du centre de la fosse, un mouvement, lent, massif. Quelque chose s'est levé, pas tout à fait humain, pas tout à fait mort. Une silhouette en haillons, un corps sec comme du parchemin, son visage. Un simple masque de peau tendu, sans yeux, sans bouche, sans expression. Son torse, cependant, son torse respirait lourdement, comme si un moteur ancien pompait de l'air à travers une cage thoracique brisée. Il a levé un bras, très lentement. Son index a pointé vers moi. Et alors, toutes les silhouettes du sol ont fait de même. 1000 doigts décharnés se sont levés pour me désigner. J'ai senti ma raison se déchirer. Une simple craquelure, mais suffisante pour tout faire basculer. L'être central a parlé. Sa voix n'est pas sortie d'une gorge. Elle est sortie d'en dessous, du sol, des murs, de l'air lui-même. Tu étais l'un des nôtres avant même de descendre. Puis, nous avons attendu ton nom. J'ai bredouillé, j'ai sangloté, j'ai reculé, trébuchant sur des os. Qui suis-je pour vous? Le corps central s'est penché. Son visage vide s'est rapproché du mien, tellement près que je sentais son souffle froid. Il a prononcé mon nom, mon vrai nom, celui que personne ici ne connaissait, celui qui n'était sur aucun registre. Marceau d'Estienne. Mon cœur s'est arrêté. Puis une phrase claire, absolue. Tu n'as jamais été oublié, tu as été choisi. La masse de corps s'est mise en mouvement. Tous ont commencé à ramper vers moi. Pas vite, pas en hâte, avec une lenteur inévitable, parfaite, programmée. Comme un raz-de-marée qui ne se presse pas. Je me suis enfui. Je ne me souviens pas du chemin. Je ne me souviens pas de mes pas. Je me souviens seulement d'avoir couru jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. D'avoir escaladé des parois qui n'existaient peut-être pas. D'avoir entendu mon nom résonner dans chaque fissure de la roche. La caverne m'a recraché. Je suis sorti du cargo en titubant. J'ai heurté le sol du champ d'atterrissage. Je me suis effondré sur le dos, haletant. Le vent respirait, mais différemment, comme s'il riait. La cité, le bastion, la chapelle, tous semblaient m'observer. Et moi, je savais que 48 n'était pas un monde mort. C'était un monde en train de se souvenir. Et maintenant, lui aussi, se souvenait de moi. Alors je suis revenu ici, dans la cabine du dévouement. J'écris ces lignes en espérant qu'un jour, quelqu'un les trouvera. Même si je sais qu'aujourd'hui personne ne vient jamais sur 48. Même si je sais que je suis condamné. Ils m'appellent encore. Parfois doucement. Parfois en frappant la coque du vaisseau comme un enfant frappe à la porte d'une maison. Leur voix se renforce chaque nuit. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Mais je sais ceci. Je ne tirerai pas avec le pistolet laser. Je ne leur donnerai pas la satisfaction d'un corps intact. Je mourrai de moi-même. Je partirai tel que je suis venu, comme un serviteur de l'empereur, imparfait mais debout. Et lorsqu'ils viendront me chercher, car ils viendront, je serai déjà trop loin pour entendre leurs appels ou pour leur répondre. La lumière faiblit, le vent soupire. Je suis si fatigué. Je vais m'allonger un moment. Juste un instant. Si vous trouvez mon journal, si quelqu'un lit ceci, ne descendez jamais sous 48. Le monde ne pardonne pas à ceux qui l'attendent.